Bonjour à tous. Merci Frédéric de l'honneur que tu me fais en me confiant d'introduire donc ces deuxièmes journées de l'Institut de santé. Alors, d'où me vient cet honneur? En plus, dans cet amphithéâtre prestigieux où j'étais assis il y a, je préfère pas compter les années. Alors, d'où me vient cet honneur? Car au fond, je ne suis qu'un gynécologue obstétricien à la retraite. Sans doute de mes livres. Je dois dire que ces livres n'auraient pas existé si je n'avais rencontré la pensée du philosophe Michel Foucault. Mes deux ouvrages font en effet référence dans leur titre à Foucault. Foucault m'a sorti de mon sommeil dogmatique, comme disait le philosophe Emmanuel Kant, et en tout cas a transformé mon regard sur mon métier de médecin et sur les problèmes de l'hôpital que je vivais douloureusement comme praticien hospitalier. Alors ça a donné mon premier livre, Faut-il supprimer les hôpitaux, l'hôpital au feu de Michel Foucault. Mon dernier livre, Réformer la santé et la leçon de Michel Foucault, a l'ambition de ressaisir cette fois l'ensemble des problèmes de santé, toujours avec les mêmes outils Foucault, qui s'étaient avérés efficaces pour prédire la dégradation de la situation de l'hôpital public. Voilà donc brièvement d'où je parle. Loi HPTS en 2009, loi Santé en 2016, aujourd'hui, loi Ma Santé 2022, les lois se succèdent et les problèmes demeurent. Ces problèmes, vous les connaissez, les déserts médicaux, les files d'attente auprès des spécialistes et la crise de l'hôpital qui n'en finit plus d'étaler son marasme dans les médias. Derrière tout cela, il y a un phénomène encore plus inquiétant, les inégalités de santé qui ne cessent de se creuser dans notre pays. Pourquoi, en dépit de ces réformes, nous n'y arrivons pas? Eh bien, quand on réforme la SNCF, la fiscalité ou encore le travail, quand on s'attaque à la réforme donc, de la SNCF et la fiscalité du travail, on sait à peu près ce qu'on doit faire. Si on en a choisi la voie libérale, il suffit d'ouvrir le bréviaire libéral. Mais la santé, c'est autrement plus difficile. C'est beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas de mode d'emploi. Eh bien, d'une certaine façon, l'ambition de mon livre, c'est de proposer un mode d'emploi ou encore un fondement rationnel à la réforme. Et mon propos aujourd'hui est de montrer, avec l'aide des outils Foucault, que la crise que nous traversons a le sens d'une transition épistémologique. Épistémologie, c'est le nom que l'on donne à la philosophie quand elle s'intéresse aux sciences. Alors, il faut quand même que je m'explique brièvement sur Foucault, mon prestigieux complice, sans lequel je n'aurais pas eu la prétention d'écrire ces livres. On peut dire, je crois, que la pensée de Michel Foucault s'est éprouvée et a pris son envol à partir d'une réflexion sur la médecine. Ses deux premiers livres avaient pour objet la médecine. Il y a eu d'abord son Histoire de la folie à l'âge classique, qui avait provoqué un véritable tsunami chez les psychiatres, et puis Naissance de la clinique, qui est un livre majeur de la philosophie. Et il faut le savoir que Foucault est le philosophe le plus cité au monde dans le domaine des sciences sociales. Alors Foucault disait « Je suis un diagnosticien du présent ». Il affirmait aussi « J'écris pour être utilisé ». Et ceci, il l'a dit, exprimé de maintes façons dans des interviews. Il a dit par exemple « Tous mes livres sont, si vous voulez, de petites boîtes à outils. Si les gens veulent bien les ouvrir, se servir de telle phrase, de telle idée, telle analyse, comme d'un tournevis ou d'un dessert-boulon, pour court-circuiter et disqualifier les systèmes de pouvoir, eh bien, c'est tant mieux. » Voyez donc que j'avais des tas de raisons pour chercher chez Foucault la solution à la question que je me posais. Est-il possible de fonder une réforme de santé sur une démarche rationnelle? Voilà pour Foucault. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Je l'ai dit, nous traversons une crise, Frédéric vient aussi de le dire. Mais commençons par nous interroger sur le mot « crise ». Nous savons bien que lorsque nous employons le mot « crise », c'est que le vieux monde tarde à mourir et le nouveau tarde à naître. Nous sommes au milieu du gué et nous souffrons. Qu'est-ce que ce vieux monde? Et c'est ici que je voudrais introduire les outils Foucault. Pour Foucault, l'histoire de la médecine est faite d'une succession de formations historiques qui ont chacune leur cohérence propre. C'est-à-dire que les pratiques, les institutions, la rationalité médicale de chacune de ces formations historiques sont liées entre elles par un faisceau de relations.
c'est très important à comprendre, et que d'une formation historique de la médecine à une autre, il y a rupture. Pour Foucault, les savoirs ne progressent pas de façon continue, mais de façon discontinue. Nécessité donc d'une rupture, la médecine, comme toutes les sciences, ne progresse pas en approfondissant, en améliorant une théorie, mais en la réfutant pour proposer quelque chose de radicalement nouveau. Eh bien, dans le domaine de la médecine, il s'est produit au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle une formidable transformation qui a conduit à une rupture avec tous les systèmes de pensée médicale qui l'ont précédé. Foucault nous dit en une cinquantaine d'années qu'entre la médecine du fond des âges, disons la médecine grecque ou la médecine d'Hippocrate, et la médecine européenne du XVIIe siècle, malgré tout le temps écoulé, malgré une prodigieuse réflexion, il y a eu un nombre de livres considérable, eh bien ça avait finalement peu changé. Et puis voilà que brusquement, entre 1770 et 1820, tout change. En 40 à 50 années, tout a changé. On est passé d'une littérature médicale ésotérique à une littérature réellement scientifique. La clinique était née et avec elle, la médecine scientifique faisait ses premiers pas. Eh bien, je crois que nous vivons aujourd'hui une rupture de même ampleur. Je crois en effet que le vieil ordre médical de la clinique est en train de se dénouer pour laisser place à un nouvel ordre médical. J'ai remplacé le terme de formation historique par ordre médical qui est plus commode. Alors voici un tableau qui va peut-être simplifier tout ce que je viens de dire. C'est maintenant à partir de ce tableau que nous allons travailler. Colonne de gauche, c'est l'ordre de la clinique. Colonne de droite, l'ordre vers lequel nous nous acheminons. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que réformer, ce n'est pas autre chose qu'accompagner cette transition épistémologique. Il s'agit de mieux connaître d'où nous venons pour mieux nous en détacher et où nous allons pour dessiner les grandes orientations à venir. Alors, arrêtons-nous sur la première ligne du tableau. Je ne vous apprends rien. Vous savez bien qu'on est passé au cours du XXe siècle d'un paysage épidémiologique dominé par les maladies infectieuses à un paysage épidémiologique dominé par la maladie chronique. Donnons juste quelques chiffres pour montrer l'importance du phénomène. Au début du siècle, en France, les maladies infectieuses représentaient la première cause de mortalité avec 19%, dont 11% pour la tuberculose, 13% pour les maladies cardiovasculaires et 3,5% pour les cancers. Or, moins de 100 ans plus tard, les maladies infectieuses ne représentent plus que 1,8% des causes de décès, soit 10 fois moins. Et c'est les maladies cardiovasculaires qui prennent la première place, avec 33,4%, soit 3 fois plus, donc devant le cancer qui, eux aussi, augmente de 8 fois. Aujourd'hui, 88% des décès sont causés par des maladies chroniques, on dit aussi maladies non transmissibles. Et pour l'OMS, 40% des cancers, 80% des maladies cardiovasculaires et les diabétras seraient évitables. Or, on le sait, les patients atteints de maladies chroniques pèsent très lourd sur les comptes de l'assurance maladie, d'autant qu'à ce titre, ils bénéficient d'une couverture de 100% de leurs dépenses de santé. Et ces ALD, donc affections de longue durée, ont un coût annuel de 100 milliards d'euros, 10 000 euros par patient, soit les 2 tiers des dépenses de la sécurité sociale. Et ces maladies chroniques, on le sait, sont pour la plupart des maladies comportementales et environnementales. Les habitudes alimentaires et la sédentarité jouent un rôle considérable. Vous voyez sur cette diapositive l'incidence de comportement sur l'espérance de vie. Donc le contrôle de ces 4 comportements est associé à une amélioration de l'espérance de vie de 4 à 14 ans et diminuerait de plus de 50%, les décès dits évitables avant 65 ans. Bref, nous fabriquons la plupart de nos maladies. Radical bouleversement donc du statut épidémiologique des pays occidentaux au cours du XXe siècle. Et on peut aujourd'hui opposer le patient couché à l'hôpital de l'ère de la clinique et des maladies infectieuses, au patient debout dans son environnement des maladies chroniques. Alors ces belles images ont été données par Patrice Cousigou, professeur émérite à Bordeaux,
qui enseigne la médecine des comportements et qui est l'auteur de la conception de la prescription verte. Tout ceci, vous voyez qu'il existe des médecins qui sont déjà engagés dans la médecine de demain et la médecine des comportements. On dit, on répète à satiété que l'hôpital souffre parce qu'on veut le faire fonctionner comme une entreprise. Non, non et non. C'est là une profonde méprise. Ou alors, je me demande pourquoi les cliniques qui fonctionnent sur le monde de l'entreprise, certainement plus que l'hôpital, elles, manifestement, ne souffrent pas. Le grand mal-être de l'hôpital provient du fait qu'il n'est plus à sa place dans notre système de santé. Les ordonnances de 1958 avaient fait de l'hôpital la pièce maîtresse de notre système et les quelques 8 réformes qui ont suivi n'ont cessé de renforcer sa position dominante. Notre obstination à mettre l'hôpital au centre du système procède d'une crispation idéologique. Il faut opérer une révolution copernicienne. L'hôpital ne doit plus être considéré comme le pivot de notre système, mais comme le satellite d'un modèle à construire. Modèle où les soins primaires seraient cette fois au cœur du système de soins. C'est autour de l'homme debout des maladies chroniques que nous devons reconstruire le système de santé. Alors, à cette formidable transformation du paysage épidémiologique, au fond, notre médecine apporte une réponse inappropriée, voire anachronique. Venons-en maintenant à la dernière ligne du tableau. Je l'ai mise en rouge car c'est ici que se trouvent tous nos problèmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la clinique, c'est avant tout la rencontre avec le corps du malade. C'est la seconde ligne du tableau. Pour la première fois depuis des millénaires, les médecins, libres enfin de théories et de chimères, regardent le corps du malade pour lui-même. Et pour la première fois dans l'histoire de la pensée médicale, l'espace de la maladie coïncide avec le corps du malade. Or, sur les concepts de la clinique est venu se brancher l'extraordinaire développement des techniques médicales tant chirurgicales que pharmaceutiques. Et aujourd'hui, toute notre attention, tous nos efforts restent focalisés sur le corps, à tel point qu'avec la chirurgie bariatrique, nous formatons en l'amputant l'estomac des obèses pour répondre à une offre alimentaire surabondante. Bref, sous la pression des technosciences et de Big Pharma, nous adaptons le corps à un environnement pathogène au lieu de soigner l'environnement. Alors bien sûr, nous savons qu'il faut encourager les patients à perdre du poids, à bouffer plus et à mieux se nourrir. Il reste que le principe qui surdétermine nos pratiques consiste à faire des réglages à l'intérieur du corps. Et peut-être sommes-nous arrivés au bout des possibilités de cette médecine du corps, et sans doute la chirurgie bariatrique stigmatise cette impasse où nous sommes parvenus. Je me souviens de patientes en obésité modérée, autour de 90 kg, qui, pour avoir droit au bypass ou à la sleeve, prenaient 10 à 15 kg. Et en réalité, chacun le sait, cette offre de soins prolifique et technique n'améliore pas le niveau de santé de la population et parfois peut nuire à sa santé. Par ailleurs, je l'ai dit, les inégalités de santé se creusent. L'espérance de vie a reculé pour la première fois dans notre pays en 2015, et si elle se maintient, nous vivons moins bien qu'autrefois à partir de l'âge de la retraite. Alors, nous en avons fini avec ce tableau. Ce tableau est en réalité une fiction, bien sûr, car naturellement, on ne peut envisager le remplacement complet un beau jour d'un ordre médical par un autre. Et Foucault disait lui-même « Je me rends bien compte que je n'ai jamais rien écrit que des fictions. Je ne veux pas dire pour autant que cela soit hors vérité. Il me semble qu'il y a possibilité de faire travailler la fiction dans la vérité et de faire en sorte que le discours de vérité suscite, fabrique quelque chose qui n'existe pas encore. Au fond, ce que j'appelle transition épistémologique, c'est au fond l'expression plus globale, plus intellectualisée de ce qu'on appelle plus concrètement le virage ambulatoire. Or, ce virage ambulatoire, tout le monde en parle, il s'impose dans tous les esprits comme la réforme prioritaire. Alors, ce que je voulais absolument faire sentir, faire comprendre avec ce tableau, avec ce concept de formation historique de la médecine, c'est que la clinique avait fabriqué ses propres objets. Un certain type de médecin,
un certain concept de l'hôpital, un certain type de relation avec le malade, une forme de rationalité qui lui était spécifique. Eh bien, le nouvel ordre médical doit créer ses propres objets, une nouvelle typologie de médecins et d'hôpitaux. On ne pourra réussir ce virage ambulatoire si l'on reprend invariablement les objets de l'ordre de la clinique, c'est-à-dire le médecin dans son statut actuel et l'hôpital dans sa configuration actuelle. Il faut imaginer une autre typologie hospitalière, d'autres formes d'exercices médicaux. Une autre typologie hospitalière, c'est ce qu'a proposé Frédéric Bizard dans son livre. Une refondation complète de la profession médicale, c'est ce que j'ai défendu le mois dernier au séminaire de régulation de du HCAM. Alors, sur quelle base refonder le statut du médecin ? Eh bien, cela demanderait un autre exposé. Mais, à mon sens, la réforme de la profession médicale, c'est la clé du déblocage épistémologique de notre système. Car cela suppose une redistribution du pouvoir médical. Cela implique de mettre résolument aux commandes du système le généraliste, aux commandes donc du système de soins. Il faut mettre en place une médecine qui affirme le primat de la réflexion. Sur cette médecine de l'agir, je vous assure que c'est vraiment le principal mot dont nous souffrons, cette médecine de l'agir que nous pratiquons aujourd'hui à travers une débauche d'actes techniques. C'est aux généralistes de contrôler et de réguler l'offre de soins techniques. Et il faut lui donner ce pouvoir et en finir avec notre médecine atomisée autour d'exercices isolés qui a abandonné le patient à son sort d'errant. Réformer, c'est renverser des systèmes de pouvoir. Et c'est sans doute pour cela que c'est si difficile. Alors, laissons le dernier mot au philosophe Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses nous paraissent difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles nous paraissent difficiles. Je vous remercie.